Chers amis, je vais essayer d'intervenir en vous faisant part tout d'abord, effectivement, d'un certain malaise qu'on peut éprouver face aux orientations économiques qui ont été prises par le mouvement des Gilets jaunes. Parce qu'il s'est engagé, finalement, il faut le reconnaître, dans une certaine impasse, en voulant tout à la fois diminuer les taxes, sachant que notre pays est déjà très lourdement en déficit, et en même temps maintenir tel qu'il est, voire même augmenter notre modèle social, qui est un des plus généreux du monde, sans pour autant toucher à l'immigration, sans même pratiquement en parler, alors que c'est la principale cause de la ruine de nos finances publiques et de notre économie. Je dois dire d'ailleurs que ce n'est pas seulement, malheureusement, le fait des Gilets jaunes. C'est aussi le fait de notre population dans son ensemble. Juste avant de venir, je me suis reporté aux contributions du grand débat national qui vient de se terminer. Eh bien, figurez-vous que sur 490 000 contributions, ce qui d'ailleurs n'est pas considérable par rapport à 46 millions d'électeurs, sur ces 490 000 contributions, 2129 seulement traitent de l'immigration à titre principal. On peut donc se demander véritablement quel est le niveau d'information en matière économique de notre population. Je vais donc dans un premier temps analyser ces contradictions. Deuxièmement, évoquer, rappeler de nouveau quel est le coût de l'immigration pour notre pays, et enfin indiquer, en terminant, pour quelles fausses raisons, pour quelles mauvaises raisons, ce problème de l'immigration n'est jamais évoqué lorsqu'on parle de la ruine ou des finances de notre pays. Tout d'abord, effectivement, le mouvement a commencé par une revendication sur la taxe carbone. Mais il a tout de suite dérapé, très rapidement, en réclamant exactement le contraire de ce qu'il avait demandé, comme l'ont d'ailleurs souligné certains Gilets jaunes tout à l'heure. On est passé très vite au rétablissement de l'ISF, c'est-à-dire que cet ISF a été invoqué comme une sorte de sésame ouvrant sur une caserne où se trouverait un trésor. Malheureusement, dans le trésor, il n'y a que 4 milliards. 4 milliards à 5 milliards, c'est très faible comparé à ce déficit de la France qui s'élève en moyenne à de 65 à 100 milliards d'euros par an. Par ailleurs, le gouvernement, mais aussi certains Gilets jaunes, en ont profité pour faire une sorte de festival à qui demanderait le plus de taxes. On a parlé de rétablir des tranches sur l'impôt sur le revenu, alors que c'est celui qui touche le plus directement les classes moyennes. On a parlé d'imposer davantage les successions, on a parlé aussi d'imposer les plus-values sur les résidences principales, etc., au point de vouloir transformer la France en une sorte de goulag fiscal, n'est-ce pas, sous prétexte de lutter contre une fraude fiscale évaluée, on ne sait pas trop comment d'ailleurs, à 40 à 50 milliards d'euros, sans qu'on sache exactement à quoi correspondent ces évaluations fantaisistes qui sont sorties de nulle part. On a évidemment justifié toute cette inventivité fiscale au nom de la justice. On a dit qu'il faut taxer davantage les riches, il faut être plus juste. Ce qu'on oublie, c'est que dans notre pays, ce sont déjà 10% des plus riches qui payent 70% des impôts. Et que notre pays est aussi l'un des plus égalitaires de l'OCDE, l'un des plus égalitaires au monde, en raison d'une redistribution des revenus par les cotisations sociales et par le fisc, qui réduit considérablement les écarts initiaux entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres. Donc il y a très peu de marge de ce côté-là. Et en réalité, personne ne s'est posé une question très simple. C'est qu'en définitive, on peut effectivement à la fois diminuer les taxes, on peut aussi maintenir ce modèle social auquel les Français sont tous attachés, mais tout simplement
à condition d'en limiter le nombre des bénéficiaires. Or, depuis 40 ans, on a fait exactement le contraire. Le gouvernement a fait sans cesse venir des flots de plus en plus importants d'étrangers qui ont profité de ce gâteau du modèle social sans pour autant contribuer à en augmenter la taille. Dans ces conditions, évidemment, plus il y a d'immigrés, eh bien plus ce modèle social coûte cher, plus il faut de taxes pour le financer, et plus les Français ont l'impression, réelle d'ailleurs, de s'appauvrir de plus en plus. Il faut donc évidemment replacer l'immigration au centre de cette problématique, puisque pour le moment, ce sont les Français qui payent cette invasion migratoire, une invasion qui est voulue à la fois par le gouvernement, bien sûr, mais surtout par le grand patronat, qui veut ainsi s'assurer des salaires le plus bas possible. Alors il faut savoir déjà ce que coûte cette immigration et les gisements d'économie qu'elle pourrait représenter. En 2011, j'avais calculé que pour 2011, plus exactement, à travers l'ouvrage que citait tout à l'heure Pierre, les 8 millions d'immigrés de descendants directs en provenance du tiers-monde avaient entraîné en 2011 donc un déficit des seules finances publiques d'environ 65 milliards d'euros. 65 milliards d'euros pour le déficit des finances publiques, ce qui s'explique d'une manière très logique, puisque 6 sur 10 d'entre eux n'ont aucune activité, n'ont aucun emploi, et il est bien évident dans ces conditions que les cotisations sociales ou les impôts qu'ils payent sont constamment inférieurs aux prestations sociales qu'ils reçoivent ou aux services publics qui leur sont dispensés. Par ailleurs, au niveau de l'économie en général, parce que les finances publiques c'est une chose, mais l'économie c'est votre richesse nationale, c'est votre niveau de vie de tous les jours, j'avais également calculé que cela représentait une perte de 115 milliards par an, et donc environ 2000 euros par personne et par an, c'est-à-dire pour une famille de 4 personnes, cela représentait donc 8 000 euros par an, c'est dire qu'en matière d'enrichissement par l'immigration, on pouvait véritablement faire quand même beaucoup mieux. Or, évidemment, ces chiffres datent de 2011 et il faut les actualiser en 2018. Il faut essayer de voir où on en est aujourd'hui. Or, la situation s'est aggravée considérablement en raison de l'augmentation des flux migratoires. Il faut savoir que dans les années 2000, il y avait à peu près 200 000 entrées par an. Maintenant, en 2018, on est arrivé à 360 000. 200 000 au titre des permis légaux et 140 à 160 000 au titre des demandeurs d'asile. 360 000, c'est-à-dire qu'on a pratiquement doublé par rapport aux années 2000. En outre, au niveau des descendants directs de l'immigration du tiers-monde, ces descendants directs par rapport au total des naissances représentaient 18% dans les années 2000. Actuellement, on est passé, désormais, du fait d'une plus forte natalité, à 21%. Si bien qu'au total, nous n'avons plus 8 millions d'immigrés et de descendants directs en provenance du tiers-monde, nous en avons maintenant, en 2018, je parle 2018-2019, nous en avons 11 200 000. C'est-à-dire que nous avons eu un gain ou un accroissement de 3 millions, de plus de 3 millions en l'espace de 7 ans. À partir de là, évidemment, cela change tous les paramètres, toutes choses étant égales par ailleurs au niveau des autres données. Cela se traduit par une augmentation considérable du déficit au niveau des finances publiques, puisqu'au lieu d'avoir 65 milliards, on a à peu près maintenant 90 milliards de déficit, c'est-à-dire la totalité du déficit français, qui est représenté uniquement par ce qui est entraîné par les immigrés du tiers-monde et leurs descendants directs. Et en ce qui concerne l'économie en général, c'est-à-dire le PIB, on arrive à avoir non plus 2000, mais une perte de 3 000 euros par personne et par an, c'est-à-dire 12 000 euros pour une famille de 4 personnes par an.
c'est tout à fait considérable. Je dois par ailleurs vous indiquer que la méthode que j'ai utilisée, qui repose sur la comptabilité analytique et sur les grands agrégats, ne tient pas compte d'un certain nombre d'anomalies qui ont été soulignées par d'autres rapports, comme ceux par exemple de Polémia, qui avait fait des travaux très intéressants dans ce domaine. En particulier, cela ne tient pas compte de tout ce qui a trait au coût de l'insécurité, qui a été évalué à peu près à 30 milliards en 2013, c'est-à-dire le coût des cambriolages, des mesures de sécurité qui doivent être prises par les entreprises, par les services publics. Cela ne tient pas compte non plus du coût de l'immigration illégale, qui ne peut pas être évidemment évalué d'une manière précise en raison de sa nature. Cela ne tient pas compte non plus des investissements inutiles en logement, en infrastructures qui sont réalisés à chaque fois pour accueillir tous ces migrants et qui représentent, suivant les calculs de Maurice Allais, prix Nobel d'économie, environ 32 milliards par an. Et enfin, ça ne tient pas compte non plus de certaines fraudes, comme les fraudes aux sécurités sociales, aux indemnités diverses, qui ont été révélées récemment par les médias, et concernant les cartes vitales, et qui représenterait elle aussi une fraude d'à peu près 14 milliards d'euros. Alors, comme Pierre me demande effectivement de raccourcir, je ne reviens pas sur ce qui a été signalé par d'autres personnes, c'est-à-dire des cas particuliers qui ne représentent pas peut-être des montants considérables, mais qui sont particulièrement choquants et qui montrent dans quelle ambiance de folie on est en train de vivre, qu'il s'agisse, je voulais parler du coût des mineurs isolés, de l'assistance médicale gratuite, ou aussi de ces fameux 860 € de retraite que bien des Français ne touchent pas ou n'osent pas toucher en raison de l'héritage, et que tous les immigrés, par contre, dans la mesure où ils sont restés 10 ans en France, peuvent toucher lorsqu'ils arrivent à 65 ans. Mais je voudrais pour terminer justement indiquer tout ce qui aurait dû être demandé, à mon avis, par les Gilets jaunes. Il ne s'agit pas, bien sûr, de mesures illusoires, mais tout simplement d'appliquer la préférence nationale ou la priorité nationale aux dépenses de sécurité sociale ou en matière d'emploi. Cela pourrait se traduire, puisque ça concerne uniquement, non plus le total des immigrés, mais uniquement ceux qui sont étrangers, cela pourrait se traduire par une économie que j'ai évaluée à environ 50 milliards par an. C'est donc un chiffre tout à fait considérable et qui pourrait être pris en charge et pris en compte par tous les Gilets jaunes. Malheureusement, vous savez que cela n'est pas fait et que ça n'a pas été évoqué, d'une part parce qu'on dit que la préférence nationale est contraire aux valeurs républicaines, ce qui est évidemment absurde, puisque elle a été mise en œuvre en 1932 déjà par le gouvernement d'Herriot, et aussi parce qu'elle est contraire, paraît-il maintenant, à tous les traités internationaux qu'on a signés, traités onusiens, traités européens, et encore renforcés par le pacte de Marrakech. Et puis il y a aussi un argument moral qui est très important et que vous avez dû tous rencontrer autour de vous, c'est le fait qu'on vous dit il ne faut pas raisonner comme ça, c'est pas bien, c'est immoral, il ne faut pas faire de discrimination, il faut avoir une vision universaliste. Or, je veux vous dire que cette vision universaliste est un mensonge, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de choix entre une vision universaliste et la préférence nationale, il y a le choix entre une préférence nationale et la préférence étrangère qu'on est en train de mettre en œuvre actuellement. Qui est facile à comprendre et qui devrait être davantage entendu. C'est qu'en cas de guerre, en cas d'une guerre comme celle de 14-18 ou de 39-40, seuls les Français, les citoyens français sont mobilisables, tandis que les étrangers continueraient à vaquer à leurs occupations habituelles. Les étrangers ne sont pas astreints à l'impôt du sang. Donc leur donner les mêmes avantages qu'aux Français, ce n'est pas faire de l'universalisme, c'est faire de la préférence étrangère. J'espère là-dessus que le mouvement va pouvoir se recentrer, que nous retrouverons un peu de vigueur pour affirmer nos idées qui jusqu'à présent ont été bien absentes au cours de tout ce mouvement. Je vous remercie.